J'aurais juste une petite question pour le TP de la semaine passée, sur Ouais. la fiche 8. Ouais. L'exemple que vous aviez donné à la fin, C'était. avec trouver les valeurs de X et Y selon les sanctions. Oui, oui, oui. Euh, En fait, quand je faisais le calcul, en isolant Y, j'avais moins de 2, alors que vous aviez mis 2. Je ne sais pas si vous avez l'exercice sous les yeux pour revenir dessus, ou si vous voulez Non, faire ça à la en fin. fait, ça n'existe pas. C'est moi-même qui ai juste créé comme ça. Peut-être que, assurément, peut-être j'ai fait une erreur de calcul quand je balançais peut-être à gauche ou à droite donc des inégalités. Donc, ça, c'est pas un problème, quoi. Ok, si la valeur elle est négative, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de condition, parce que de toute façon, Y est une valeur Exactement. positive. Ok, parfait. Merci. Mhm. OK. Alors, on va refaire un peu un exercice sur la théorie des jeux. Ben, ça parle un peu donc de duopole de Cournot et de Stackelberg. Donc, Cournot, c'est quand les entreprises décident simultanément, sans consulter euh, qui que ce soit de produire, avant de produire. Mais Stackelberg, c'est lorsque une entreprise produit et l'autre décide après, donc après que l'autre ait déjà fait son choix. Donc, c'est dans le jeu séquentiel ici, alors qu'ici, c'est le jeu simultané. Okay, c'est juste ça la différence. Donc, il est dit qu'on considère un marché de duopole sur lequel deux firmes choisissent la quantité à produire face à une clientèle commune. Si la firme 1 produit une quantité et la firme 2 produit une quantité, leurs gains sont respectivement 10 et 4. Mais si la firme 2 produit deux quantités, leurs gains sont 5 et 2. Si la firme 1 produit deux quantités et que la firme 2 produit une quantité, alors leurs gains sont 15 et 3. Par contre, si la firme 2 produit aussi deux quantités, leurs gains sont 10 et 1. Donc, vraiment, c'est pour permettre de pouvoir faire ce tableau-là. Donner la matrice de gain du jeu, donc ça, c'est pas vraiment du tout un problème. OK? Et maintenant, l'équilibre, quel est l'équilibre de Nash dans ce jeu-là? Donc, l'équilibre de Nash, il suffit de poser la question, OK, si la firme, ça c'est la firme 1, ça c'est la firme 2. Donc, si la firme 1, donc, face au choix de la firme 2, par exemple, quel serait le choix de la firme 1? Donc, si la firme 2 choisit 1, la firme 1 doit choisir ça. Donc, deux quantités. C'est ça, donc on souligne ça, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Et face à ça, face à 2, il va comparer ça et ça, il va choisir encore ça. Maintenant, pour la firme 2, face au choix de celui-ci, 1, il va comparer 4 et 2. Il voit que c'est mieux de prendre 4. Et face à 2 aussi, il va comparer 3 et 1. Il va voir que c'est ça. Donc, dans tous les cas, la firme 2 va toujours produire une quantité et la firme 2 va toujours produire deux quantités. Donc, on a un équilibre de Nash, en fait, qui est ici. OK. Voilà. Et bon, cet équilibre, vous pouvez voir que c'est vraiment Pareto optimum, hein. On ne peut pas mieux faire. Si vous bougez ici, vous allez diminuer pour celui-ci. Quand vous augmentez pour celui-là, si vous passez ici, vous allez diminuer pour les deux. Si vous passez ici, vous allez diminuer pour les deux. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir augmenter l'utilité de l'un sans diminuer celle de l'autre. Donc, l'équilibre de Nash, c'est vraiment Q1 égale à 2 et Q2 égale à 1. C'est vraiment simple, quoi. Alors, on va essayer de se placer dans un contexte différent. On suppose que la firme 1 est leader et que la firme 2 est suiveur. C'est-à-dire que la firme 1 produit d'abord, puis la firme 2 décide de sa quantité en observant le choix de la firme 1. Donc, dessiner le jeu sous forme extensive. Yeah. Donc, sous forme extensive, voici comment je l'ai dessiné. La firme 1 décide une quantité ou bien deux quantités. Ensuite, la firme 2 va produire une quantité ou deux quantités, une quantité ou deux quantités. Et maintenant, les gains qui vont avec. OK? Maintenant, la question, c'est quel est l'équilibre de Nash en sous-jeu parfait dans ce jeu? Donc, quand on veut aller en sous-jeu parfait, c'est qu'il faut commencer de, dès la fin. C'est-à-dire que la firme 2, qu'est-ce qu'elle ferait? Et la firme 1 va anticiper le choix de la firme 2 pour faire aussi son choix. D'accord? Donc, la firme 2, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle va comparer 4 et 2. Donc,
Elle va se dire, OK, si jamais la firme 1 produit une quantité, moi, je vais faire 4 alors. Donc, je vais aussi faire une quantité. Si jamais la firme 2 fait 2 quantités, je vais faire 3. Donc, je vais faire aussi une quantité. Donc, la firme 1 sait que la firme 2 va aller ici, va prendre cette branche-là, si elle faisait ça. Et elle sait que la firme 2 va prendre cette branche si elle faisait ça. Du coup, ce qu'elle va faire, elle va juste comparer le gain qu'elle va avoir si la firme 2 prenait ça et le gain qu'elle va avoir si la firme 2 prenait ça. Donc, elle va comparer les 10 et les 15 et elle va dire, ben, je vais prendre ici. Là, quand elle prend ici, la firme 2 va prendre ça. Donc, c'est juste un jeu vraiment, c'est un jeu vraiment de manière dynamique, comme les jeux de, je ne sais pas, il y a différents jeux de cartes, mais il y a certains jeux de cartes ou bien, je ne sais pas, certains jeux où c'est vraiment séquentiel, un joue après l'autre, et tu sais que si tu joues ça, il va jouer celui-ci, donc vous jouez. Donc, c'est ça un peu, cette manière, donc j'essaie de construire un peu les 6 moi-même, en fait, et puis c'est vraiment simple, et c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? OK, il n'y a pas de questions. L'exercice 2 nous indique, donc le tableau suivant indique la fonction de production quotidienne d'un fabricant de pizza. Le salaire horaire d'un travailleur est de 80 $ par jour. Chaque pizza se vend à 2 $. OK? Donc, il y a la quantité de travail et la quantité de pizza qui est produite. D'accord? La question petit 1, c'est de calculer le produit marginal du travail pour chaque travailleur et la valeur du produit marginal par travailleur. OK? Donc, il y a la productivité marginale qu'on va calculer d'abord en faisant quoi? On sait que la productivité marginale, d'abord, par définition, c'est la production supplémentaire qu'apporte un travailleur supplémentaire. OK? Donc, ici, on avait 0 travailleur et puis on avait 0 production. Maintenant, on a un travailleur, on a 110 productions. Donc, la production supplémentaire est de 110 sur 1, donc 110. Maintenant, ici, on passe à 2 travailleurs. Donc, il y a un travailleur de plus et il y avait un surplus de 90. Donc, la production marginale est de 90. Comment est-ce que vous devez le faire? C'est 200 moins 110 divisé par 2 moins 1. OK? Et ça donne 90. De même, bon, vu que l'augmentation est d'une unité, donc vous aurez juste à faire la différence ça et ça pour trouver la production marginale, donc la productivité marginale. OK? Donc, quand vous faites ça moins ça, vous allez trouver 70. Si vous faites ça moins ça, vous allez trouver 30. Ça moins ça, vous allez trouver 20. Ça moins ça, vous allez trouver 10. OK? Et maintenant, quand on demande donc la valeur de cette productivité marginale, c'est qu'il faut multiplier juste par le prix du pizza, quoi. D'accord? C'est parfait. Alors, petit 2, combien de travailleurs l'entreprise devrait-elle employer? OK? Alors, regardons ici. Vous savez ce qu'est le salaire par jour? C'est 80 $. OK? Ça, c'est le coût. C'est le coût marginal. C'est en même temps le coût moyen. OK? Parce que tous les travailleurs sont rémunérés au même montant. Donc, ça, c'est le coût. Et voici ce que ça rapporte. Ben, ça, c'est la productivité marginale. Ça, c'est la valeur de la productivité marginale. Donc, le premier travailleur que j'embauche, ben, il va faire qu'on va vendre 220 $ de pizza. On va lui donner 80 $ là-dedans. Donc, je fais un surplus de 40 $. Non, de 140 $. Le deuxième travailleur qu'on va embaucher, lui seul, il va apporter un surplus donc de 180 $. On lui donne 80 $, on garde 100 $ de plus, c'est encore bien. Le troisième travailleur,
il vient, lui il va apporter $140 donc de production de plus, on lui donnera $80, il va rester $60, c'est encore bien. Et le quatrième travailleur, il va venir, il va apporter une production de $60 et on va lui payer $80, ben, c'est comme si on a perdu, donc on n'a pas intérêt à embaucher un quatrième travailleur. Du coup, ce que je dis ici, l'entreprise devrait employer 3 travailleurs. La valeur du produit marginal du troisième travailleur est au-dessus du taux de salaire. Donc, l'entreprise devrait donc embaucher le troisième travailleur. Mais la valeur du quatrième travailleur pour le produit marginal n'est que de $60. C'est moins que ce que l'entreprise devrait payer à ce travailleur. Donc, elle ne devrait pas embaucher un quatrième ouvrier. OK? C'est vraiment simple, quoi, pour voir les notions. Du coup, ça ressemble toujours donc à la question donc de productivité marginale et coût marginal et prix. OK? Donc ici, c'est le coût et productivité marginale. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? OK. Pas de questions. Le troisième exercice. Alors, on a un article de New York Times qui observait que le salaire des travailleurs agricoles au Mexique était de $11 de l'heure contre $9 pour les travailleurs agricoles mexicains immigrés en Californie. Supposons que la production se vende au même prix dans les deux pays. Cela impliquerait-il que le produit marginal du travail des travailleurs agricoles est plus élevé au Mexique ou en Californie? Expliquez votre réponse et illustrez-la avec un graphique qui montre les courbes de l'offre et de la demande de main-d'œuvre sur les marchés respectifs. Dans votre graphique, supposez que la quantité de travail fournie pour un taux de salaire donné est la même pour les travailleurs agricoles mexicains comme pour les travailleurs agricoles mexicains immigrés en Californie. OK? Bon. Ici, j'espère que vous avez lu d'abord, parce que j'ai lu tout. Peut-être que toutes les questions, j'espère que vous avez fait à l'avance. Bon, sinon, je le lis pour... Il dit, on suppose que la production se vende au même prix dans les deux pays. Cela impliquerait-il que le produit marginal du travail des travailleurs agricoles est plus élevé au Mexique ou en Californie? D'accord? Parce qu'on a vu que le salaire est plus élevé en Californie, le salaire est plus élevé le salaire des travailleurs agricoles au Mexique est plus élevé au Mexique qu'en Californie. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que la productivité marginale, okay, est plus élevée au Mexique qu'en Californie? C'est ça la question, la première question qu'on va répondre d'abord. Alors, donc, nous savons que les travailleurs agricoles sont embauchés jusqu'à ce que la valeur de la productivité marginale du travail soit égale au salaire. Okay? La rémunération à la productivité marginale. OK? Alors, voilà, tout comme on a essayé de le faire tantôt. Normalement, le dernier travailleur, si c'était 80 ici, on allait encore l'embaucher. Donc, à ce niveau-là, on pourrait toujours. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait égalité entre la productivité marginale et le salaire réel, on peut toujours continuer. Alors, donc, si on a la valeur de la productivité marginale qui est égale au salaire, donc en Californie, et que le prix est identique, OK? On sait que le prix est identique. Le prix est identique. Donc, si vous tirez la productivité marginale, ça va faire W sur P. OK? Comme le P est identique, donc le pays dans lequel le salaire est élevé, c'est le pays dans lequel la productivité marginale serait plus élevée. OK? Est-ce que vous avez compris ça? Répondez-moi. Comme ça, je pourrai avancer. Oh, oui, moi je comprends. Là, je ne sais pas pour les autres, là, mais... OK. C'est parfait. Si ça c'est bon, on va aller à la deuxième question. Expliquez votre réponse illustrée avec un graphique qui montre que les courbes de l'offre et de la demande
de main-d'œuvre sur les mêmes marchés respectifs. Okay? Voilà, on suppose que la quantité du travail fourni pour un taux de salaire donné est le même. Okay? Donc, en supposant que la quantité offerte pour un taux de salaire donné est la même pour les travailleurs agricoles mexicains comme pour les travailleurs agricoles mexicains immigrés en Californie, alors les deux groupes ont les courbes d'offres équivalentes. Donc, l'offre ne change pas. Donc, l'offre est là. Et on sait que la demande, vu que bon, le salaire doit être plus élevé au Mexique qu'en Californie, assurément, la demande pour les Mexicains est plus élevée, donc à un niveau plus élevé que celle-ci. Et que là, ça reflète vraiment comment le salaire ici est plus élevé. Donc, c'est... comment je vais dire? D'abord, même pour le même prix, supposez un prix ici, quand vous tracez, vous allez voir que en Californie, il y a moins de personnes qui sont prêtes à travailler pour ce prix-là qu'au Mexique. Okay. Pour ce qui concerne la demande. Donc, au Mexique, il y a plus de personnes la demande est plus élevée, okay, pour l'agriculture, en tout cas pour le secteur agricole, que pour pas des personnes qui sont prêtes à travailler, des personnes qu'on est prêt à embaucher. Okay? Donc, la demande vient au niveau vient des entreprises, mais l'offre vient des travailleurs. Okay? Vous êtes d'accord avec ça? L'offre de travail vient des travailleurs et la demande de travail, l'offre d'emploi, bien l'offre de travail. La demande de travail vient des entreprises. D'accord? Ça, c'est les entreprises mexicaines. Ça, c'est les entreprises américaines, californiennes. OK. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est la demande de travailleurs, ce que vous voulez dire, c'est ça? Et ça, c'est la demande de travail. Ça vient au niveau des entreprises. Ok, les entreprises sont prêtes à embaucher, c'est ça? Oui, c'est ça. Les entreprises demandent, ont besoin du travail, enfin, c'est ça. Ont besoin du travail ou bien de l'expertise des travailleurs. Donc, c'est les entreprises qui demandent du travail et ce sont les travailleurs qui offrent du travail. OK? Donc, quand on est sur le marché de l'emploi, il faut faire attention, quand on est sur le marché du travail, pardon, c'est les travailleurs qui offrent le travail. Et ce sont les entreprises qui demandent du travail. OK? La preuve, regardez, quand vous voyez quand le salaire augmente, vous voyez que cette courbe est croissante. Donc, ce sont les travailleurs qui sont contents quand le salaire augmente, ils sont prêts à travailler beaucoup. Alors que les entreprises, quand le salaire augmente, ils embauchent moins. C'est ça. OK. Alors, la deuxième question, c'est qu'on introduit d'autres idées. Supposons maintenant que les travaux agricoles au Mexique soient plus difficiles et plus dangereux que les travaux agricoles en Californie. En conséquence, la quantité de travail fourni pour le taux de salaire n'est pas le même pour les travailleurs agricoles mexicains que pour les immigrants mexicains ouvriers agricoles en Californie. Comment cela change-t-il votre réponse à la question 1? Quel concept explique le mieux la différence entre les taux du salaire des travailleurs mexicains et travailleurs agricoles mexicains immigrants en Californie? Okay? Parce que le travail agricole au Mexique est plus ardu et dangereux que le travail agricole en Californie. Nous ne pouvons plus déduire que les salaires plus élevés versés aux agriculteurs mexicains travailleurs est la preuve qu'ils ont un produit marginal du travail élevé que leurs concitoyens en Californie. La différence de salaire pourrait plutôt provenir d'une différence compensatoire qui compense les travailleurs agricoles mexicains pour la plus grande difficulté et le danger dont ils font face. OK? C'est juste de manière intuitive qu'il faut répondre dans ce cas-là.
vu que le travail est plus ardu et qu'il y a des dangers liés vraiment au secteur, donc on essaie de... C'est comme des primes, en fait, qui font que, bon, le salaire est plus élevé à ce niveau, mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus productifs, en fait. OK? Alors, on va illustrer cette réponse-là dans un graphique. Suppose que la quantité de travail demandée pour un taux de salaire donné est la même donc, au niveau des employeurs mexicains que pour les employeurs californiens. Donc, la demande est la même. Et maintenant, c'est l'offre qui va être déplacée à cause de la prime, en fait. Okay? Tout comme quand on fait une prime au niveau des travailleurs donc du secteur des soins médicaux, ou non, j'ai oublié, j'ai un trou noir. Le préposé aux bénéficiaires, voilà. Le fait d'augmenter, de mettre une prime sur le préposé aux bénéficiaires, juste parce que, bon, il y a un risque lié à leur travail en temps de Covid, ça fait que ça va entraîner une augmentation de l'offre, donc le nombre de personnes qui veulent faire le proposer aux bénéficiaires. Okay? Donc, ce n'est pas parce que la productivité des préposés aux bénéficiaires a augmenté, c'est juste le risque, en fait, qui a été généré par la crise sanitaire. Donc, ça fait que la demande est la même, en fait, dans les deux pays. La demande n'est pas, en fait, différente. C'est juste que l'offre en Californie, l'offre au Mexique va être déplacée un peu vers le haut à cause de la prime, en fait. Donc, quand on déplace comme ça, on voit bien que le salaire va être plus élevé qu'à ce niveau-là. Et ces $2, c'est ça qui correspond à la différence compensatoire ou bien la prime. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres? Oups. On va essayer d'aller vite aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'il y a des questions? Je me suis même acheté une tablette pour aujourd'hui, mais apparemment, je n'ai pas eu à expliquer quoi que ce soit. Une tablette pour bien expliquer les choses. Bon, vaut mieux tard que jamais. Oui. Là, Alors, si vous avez des questions, vous pouvez poser maintenant. Mais on dirait que c'est que les explications que tu as données, puis tout ça, c'est que c'est quand même. C'est basé. On n'a pas vraiment fait des exercices, fait que c'est un peu. Il y a beaucoup d'explications, puis je ne sais pas si pour montrer le corriger, mettons, là. Pour le numéro 3, surtout, il y avait comme beaucoup d'explications, fait que c'est comme si c'était Ouais. pas clair, maintenant. Ici? Ouais. Tu sais, c'est qu'on en a parlé en classe, mais pas tant que ça. J'imagine qu'on va en reparler vendredi, là. Tu sais, d'essayer de continuer d'essayer de mieux comprendre tout ça, mais. Ah, c'est pas clair, je pourrais les réexpliquer. Hein. Non, mais c'est pas clair, c'est juste, tu sais, oui, il y a des explications, mais tu sais, on n'a jamais fait des problèmes comme ça, fait que c'est un peu dur de. Tu sais, on n'avait jamais fait des problèmes comme ça, puis d'expliquer, essayer de comprendre le taux de Oui. salaire, cette affaire-là. Là. Oui, ici, ce qui a été introduit, c'est l'idée de... Parce que ce que vous avez vu, c'est qu'on est rémunéré à la productivité marginale, n'est-ce pas? Le salaire est égal à la productivité marginale, donc en concurrence pure et parfaite. OK? Et on essaie de nuancer un peu, okay, pour revenir un peu à la réalité, pour faire comprendre que ce n'est pas toujours à la productivité marginale. Par exemple, ici en Californie, on voit que c'est la productivité marginale, mais il se pourrait que ça ait une prime qu'on ajoute qui fait que, OK, ça augmente. Ce qui fait que, bah, il n'y a pas de calcul nouveau, hein? Il n'y a pas de calcul nouveau. C'est pour ça que c'est juste les explications qui, qui, qui est le plus important. Donc, pourquoi est-ce que, OK, on pourrait obtenir une telle différence? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de calcul. OK. Ben ouais, je vais relire le corriger quand je l'aurai pour essayer de bien comprendre tout ça, mais tu sais,
Tu sais, au pire, on demandera, je vais voir avec Michel Leonard si on en reparle vendredi, là, puis je vais relire mes notes de cours, essayer de pouvoir pour bien comprendre ça, là. Mais c'est sûr que pour pour le premier numéro avec l'équilibre de nage, ça, c'était pas très compliqué, là. C'était, Oh, oui. et puis, tu sais, de détailler le jeu comme tu l'as fait, c'est sûr que, tu sais, c'est de faire, tu sais, comme l'arbre, là, mettons, là. Est-ce que tu peux revoir l'arbre, tu sais, dans le fond, que tu as fait ton numéro 1, 2, là, tu sais, ou... Oui. Ça, c'est d'arbre, pas trop, là. L'arbre de... Ça, là. Oui. OK, ouais. C'est ça, OK, ouais, ça, c'est pas très compliqué, là. Oui, non. Tout comme les autres, ouais, hein. Les autres aussi, c'est pas compliqué. Ça, ici, là, c'est vraiment... Ouais, juste production marginale, ça, c'est pas... C'est ça. C'est juste... Juste de bien expliquer d'où viennent tes calculs, puis c'est ça. après ça... Sauf que le troisième ici, c'est pas des calculs. C'est vraiment pour, pour, euh, pour nuancer le fait que ben, c'est pas toujours que quand on voit le salaire, il ne reflète pas toujours la productivité marginale. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on ne demande pas de calculer quoi que ce soit, mais de... Bon, peut-être que la question 1, si je pourrais peut-être démontrer. Donc, la valeur de la productivité marginale du travail, c'est le prix fois la productivité marginale du travail, bon, en quelque sorte. Alors, si en Californie, on voit que bon, ça va être égal au salaire, OK? Donc, si dans un pays, Californie, le salaire, c'est 9 $, ben, ça veut dire que la productivité marginale du travail en Californie, ça fait 9 sur P. Et au Mexique, le salaire, c'est 11 $. Alors, ça veut dire que la productivité marginale du travail, ça fait 11 sur P. OK? Ça, je comprends, ça va, tu sais, tu l'expliquais en mots, tu sais, puis à la limite de faire des l'équation plus. Les graphiques, c'est juste ça qu'on... Je sais pas... Tu sais, j'essaie de... Tu sais, j'ai compris un peu d'où ils viennent, mais... Le graphique, là, j'ai pas compris, là. Le graphique, c'est juste qu'on... Tu sais, il faudrait que je ressorte mes notes de cours, essayer de voir qu'est-ce qu'on avait dit, tu sais, ce qu'on avait dit là-dessus au dernier cours, essayer de bien comprendre, mais... Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit dans le cours, hein, le graphique. Mais c'est juste que ça, c'est parce que, regardez ici, il dit dans votre graphique, supposons que la quantité de travail fourni pour un taux de salaire donné est la même pour les travailleurs agricoles mexicains comme pour les travailleurs agricoles mexicains immigrés en Californie. Donc, en Californie comme euh, au Mexique, la demande, l'offre est la même. Okay? La quantité de travail fourni, donc l'offre est la même. Ce qui fait que ça, on peut le tracer sans se poser des questions. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le salaire est plus élevé à l'équilibre au Mexique qu'en Californie? C'est parce que la demande ici est plus élevée que la demande ici. C'est tout. C'est comme ça que je l'ai tracé. Ok, je pense que vous devez le trouver dans le livre. Comment il s'appelle? Je sais pas, dans le livre. Regarde, j'ai mes notes de cours devant les yeux, puis là, ça me revient, là, dans le fond, tu sais, de dire que la demande de main-d'œuvre, tu sais, c'est la courbe de demande en fonction de la main-d'œuvre. Ben, oui, c'est ça. La courbe de la demande, c'est pour que en réalité, le salaire d'équilibre pour l'un des pays soit plus élevé au salaire d'équilibre pour l'autre pays, c'est que la demande de l'autre doit être au-dessus, en fait, de la demande de celui-là. C'est juste ça. OK? C'est pour ça que... Là, dans le fond, nos deux droites sont parallèles parce que le prix du bien est le même. La seule chose, c'est juste la quantité de travail qui est différente. C'est ça? Oui. Puis, dans le deuxième graphique, là, celui avec les offres, c'est les offres survenues. Parce que dans le deuxième, il est dit quelque part encore... Le travail est plus dangereux, c'est ça qu'il expliquait. Fait que la quantité de travail fourni pour le taux de salaire n'est pas la même. Oui, c'est ça. Maintenant, il dit, illustrez votre réponse avec un graphique. Dans ce graphique, supposez que la quantité de travail demandée pour un taux de salaire donné est la même encore. Donc, on suppose ici que la demande est pareille. Donc, la demande est pareille. Alors, qu'est-ce qui fera alors que le salaire soit plus élevé là qu'il là? C'est parce que l'offre là est plus élevée que l'offre ici.
Oui, quand Et un truc que je ne comprends pas. Attends, OK. Ah, l'offre en Californie est plus grande que l'offre au Mexique parce que le travail au Mexique est plus dangereux, c'est ça? Non, 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 c'est parce que ça serait vrai s'il n'y avait pas de prime. Supposez que c'est le même salaire et que le travail quelque part est plus dangereux que quelque part. Mhm. Ben, vous allez voir que l'offre au Mexique sera plus faible. Mais ici, il y a une prime. C'est comme par exemple, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des préposés aux bénéficiaires. Donc, les préposés aux bénéficiaires, quand il n'y avait pas la crise, et le nombre de préposés aux bénéficiaires quand il y a la crise. On a vu qu'à cause que la prime donc, a augmenté, donc le salaire des préposés aux bénéficiaires a augmenté, quand bien même il y a un risque de contagion, ben, il y avait beaucoup de personnes qui ont déposé leur dossier pour devenir préposés aux bénéficiaires. Monsieur, je comprends pas là, parce que là, sur le graphique, l'offre au Mexique, elle est plus faible que l'offre en Californie, elle est plus basse. Non, c'est ici. Offre. Oui, justement. Elle est plus à gauche, donc elle est plus basse. C'est normal parce que le travail est genre C'est plus plus dangereux, dangereux donc qu'un il y a même moins de salaire, un salaire donné. Si probablement que Oui, c'est à gauche, hein? Ça, c'est à gauche. Ça, c'est le. Oui, ça, c'est le mec. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est ça. C'est ça, vous avez raison. Ça se déplace vers la gauche. Oui, c'est ça. Parce que, vous savez, parfois, quand tu regardes à l'œil, tu sens que c'est en haut, mais c'est plutôt à gauche. OK? Là, vous avez raison. C'est ça. Donc, oui, ça fait qu'effectivement, parce qu'ils sont en position de force pour pouvoir les inciter à beaucoup plus travailler. Oui, oui. Ils doivent. On doit les inciter à travailler, donc on leur donne une prime. Tout à fait. C'est pour ça que ça devient plus élevé. Excusez-moi, je me suis vraiment planté. ça aide sans stress, il n'y a pas de problème. Là. Mm-hmm. Mais ouais, ça va être de Fait, revoir c'est les ça. affaires. Mm-hmm. Donc, l'offre en Mexique, effectivement, est plus faible ici. Ouais, l'équilibre, c'est plus petit que l'équilibre là. Voilà. Il y a moins de Dans, temps. dans le fond, il y a là, les deux cours sont parallèles parce qu'on fait juste ajouter une prime de travail au Mexique parce que le travail est plus dangereux. Mais mettons puis parce que le prix du produit est le même, mais si le prix du produit, c'est ça qui avait été modifié, mais là, le déplacement n'aurait pas été tout à fait parallèle. C'est ça, je comprends. Mm-hmm. C'est ça. OK. OK. Mais bon, à l'examen, vous n'aurez pas à répondre à ça, hein, je pense. Attendez. Mais est-ce que pour l'examen final, il va y avoir comme à l'examen intra un genre de quiz préparatoire qui sera corrigé avec nous en démonstration? Ouais, oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui, hein. Oui. Parce que là, il reste quoi? Il reste deux cours avant l'examen, c'est ça, hein? Mhm. Euh, celui avec vendredi. Fait que dans le fond, il reste comme deux démos. Ouais. OK. Deux, ouais. Il va en avoir. Attendez, je vais voir. J'espère que vous ne voyez pas mon écran. Non, on le voit pas. On envoie encore le truc, la demande, là. OK. Marginal, profit. OK. Situation, quantité, variable. OK, bon, c'est juste ça. Il n'y a pas.
pas grand-chose. Vous n'aurez pas représenté tout ça. Quelles sont les quantités les plus risquées, le coût moyen? Ouais, on va... C'est ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'éléments. Il y aura les questions sur la concurrence monopolistique, il y aura des questions sur la théorie des jeux, comme je l'ai dit. Il y aura des questions sur la concurrence pure et parfaite. Donc, égaliser l'offre et puis la demande, trouver le prix d'équilibre. Bon, ça, bon. Vous avez fait ça un peu comme dans l'intra aussi, vous allez faire la même chose. Et ça ne sera plus au niveau donc, des ménages et puis des producteurs. Mais ici, ce sera au niveau donc, de le prix, l'offre, ouais, la même chose, l'offre et puis la demande en quantité. Il y a le coût moyen. En tout cas, l'examen reflète la même réalité que l'intra aussi. Le final, c'est la même chose. Sauf qu'il y a ici, vous n'aurez plus les mêmes exercices, bien entendu. Donc, OK, la main d'œuvre explique pourquoi. Dans le fond, ça va ressembler un peu à ce qu'on fait en démo, mais ce ne sera pas les mêmes exercices. Oh oui, ce ne sera pas les mêmes exercices. Ce ne sera pas les mêmes exercices. Ce sera ce qu'on fait un peu en démo. Ouais. Mais la difficulté ne sera pas plus élevée que ce qu'on voit en démonstration, non? Non. En général, non. Non. Voilà. OK. Ben, moi, je conseille toujours les questions courtes. C'est toujours bien de commencer par là. Ça va. Mais je pense qu'à l'examen intra, j'ai passé trop de temps sur les questions courtes, puis j'ai manqué de temps un peu pour les questions longues. Parce que, tu sais, j'ai voulu. Parce que ça nous a dit qu'il faut tellement tout détailler que c'est un peu. Bon, pas tout détaillé, hein? Pas tout détaillé. Ben, là, je vous dis, bon, peut-être que je vais vous envoyer un courrier pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Bon, d'ailleurs, tout le monde va écouter la vidéo. Pas tout détaillé, pas tout détaillé. Donnez vraiment ce qu'il y a comme... Parce qu'effectivement, oui, j'ai vu qu'il y a certains quand même qui ont vraiment expliqué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, tout ce que vous pouvez écrire, n'écrivez pas sur le brouillon avant de revenir, mais écrivez directement. Et puis, tout ce qui permet de conclure quand même. Pas tous les détails, mais tout ce qui vous permet de pouvoir conclure. Donc, les calculs, ce que vous avez fait pour pouvoir y arriver à faire votre choix. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous avez trouvé le choix de manière intuitive, ben, l'intuition qui vous a poussé, vous l'écrivez aussi. Okay? Mais il y a certains qui nécessitaient vraiment qu'on égalise l'offre et la demande pour trouver le prix d'équilibre et pour déterminer quel serait le prix. Mais donc, si ça nécessite un calcul, ben là, il faut le faire. Mais si ça ne nécessite pas, il ne faut pas le faire vraiment. Si c'est un graphique, il faut juste faire le graphique, quoi. OK. Monsieur, j'aurais juste une petite question par rapport à la matière de vendredi dernier. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez prévu de faire ça pour le prochain TP, mais est-ce qu'on pourrait parler un peu de la rente économique et de la valeur de réserve? La rente économique et la valeur de réserve. Pour le TP passé, on avait fait ça? Non, 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 pas du tout. C'était en cours qu'on a vu ça. En fait, on avait terminé notre séance sur ça. OK. La valeur de réserve. Je n'avais pas fait ça? Dans un autre exercice, dans un autre TP, non. Par définition, c'est quoi? Non, on a le revenu OK. qui dépend de l'offre et de la demande de travailleurs. Oui. La valeur, Et donc, qui est au-dessus. Pardon? c'est le salaire en bas enfin, le salaire au-delà duquel on ne veut pas travailler, c'est ça? Exactement. Voilà. OK. Et avec la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre selon l'offre et la demande, et le salaire auquel on ne peut pas travailler, Mhm. on détermine la rente économique, c'est la partie qui est supérieure, et la valeur de réserve qui est l'aire inférieure. Là, c'est un petit peu comme on avait le surplus du consommateur et le surplus du producteur, sauf que là, c'est... D'accord, je vais essayer de voir, mettre un exercice là-dessus. Alors, OK. D'accord, c'est parfait, c'est noté. Sinon, bon,
si je n'ai pas trouvé, sûrement que il faut peut-être ne pas trop s'attarder là-dessus. Il faut comprendre le concept. Mais c'est sûr que vous allez l'utiliser beaucoup plus tard dans les cours avancés, ceux qui sont en économie, surtout donc dans les exercices d'aléa moral ou de sélection adverse, parce que dans ces cas, vous aurez l'individu, enfin, si pour inciter le travailleur à travailler, il faut lui donner un salaire qui sera supérieur à son salaire des réserves. Donc là, ce sera... Bon, quand même, je vais voir les exercices que je pourrais mettre là-dessus qui pourraient être utiles pour l'examen. OK. D'autres questions? Attendez, je vais prendre note d'abord. Ça veut dire réserve. OK. D'autres questions? Non. Bon, donc on se dit la semaine prochaine. Je pense peut-être qu'on aura le quiz peut-être l'autre semaine ou bien la semaine avant juste l'examen. Mais le quiz, là, ça rafferme un peu presque l'examen aussi, presque. Hein? Et l'exercice qu'on voit, c'est ça aussi qu'on va voir dans l'examen. Mais je vais essayer de faire une fiche qui est beaucoup plus encore, qui regroupe quand même certains exercices comme une sorte de révision. OK? D'accord. Merci. Ouais. Merci, comme la bonne semaine. Ah ouais.